La première conférence s'intitule « Le Parkinson, une affaire de famille ». Lorsque la maladie de Parkinson atteint une personne, c'est souvent toute sa famille qui est aussi impliquée dans cette maladie, qui doit ni plus ni moins aussi marcher sous la pluie. Cette première conférence vise à nous donner des outils, des trucs pour apprendre à fonctionner à travers cette tempête et nous aider à garder notre morale, notre santé, notre qualité de vie à travers cette épreuve. Donc, nous remercions AbbVie qui supporte cette conférence ainsi que la Société Parkinson du Québec. Alors aujourd'hui, on vous convie à une présentation qui porte sur le thème « Marcher sous la pluie ». Pourquoi marcher sous la pluie? Parce que lorsque les personnes et les familles reçoivent un diagnostic de Parkinson, souvent c'est une période très difficile, très orageuse, mais en même temps, au fil des mois, au fil des ans, on s'aperçoit qu'on peut apprendre à vivre avec une maladie comme celle-là. Et bien sûr, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments de pluie, mais aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est de vous protéger sous la pluie et de faire un voyage avec nous pour à peu près 1 heure. Alors, je vais faire ma présentation et à la fin, il va y avoir une période de questions. Alors, est-ce que ça vous va comme programme? J'aimerais souligner également qu'on reçoit pour aujourd'hui le soutien, l'appui de la compagnie AbbVie qui appuie la Société Parkinson du Québec et certaines des présentations qui vont être faites au courant de l'année. Alors, on commence et aussi j'aimerais bien sûr avant de commencer, avant de débuter, remercier la direction de la Société Parkinson du Québec pour leur invitation. Alors, au cours des 40 prochaines minutes, j'aurai le plaisir de partager avec vous les principaux résultats qui découlent des plus récentes études qui ont été faites autour de la maladie de Parkinson et des familles. Ce que je vais parler davantage, ce sont évidemment les stratégies qui peuvent être utiles au quotidien. Alors, on va mettre un peu plus l'accent sur cet aspect-là. Ma présentation vise essentiellement 3 objectifs. Le premier, c'est vous proposer des nouveaux outils pour faciliter les transitions que vous vivez avec la maladie de Parkinson. Deuxième chose, vous encourager à mettre à profit vos ressources personnelles, vos ressources familiales, mais aussi les ressources qui sont autour de vous. Et enfin, ce que j'espère que la présentation va faire, c'est de susciter l'espoir, mais aussi la confiance dans vos forces et aussi dans vos moyens pour préserver votre santé, mais aussi pour maintenir le plus longtemps possible votre qualité de vie. Est-ce que ça vous va comme programme? Est-ce que vous aviez des attentes particulières quand vous avez vu l'invitation sortir dans votre localité? Est-ce que vous aviez des souhaits particuliers? Non? Ça va? Alors, on commence. Alors, selon les statistiques qu'on dispose présentement, on sait qu'il y a environ 25 000 personnes atteintes de la maladie de Parkinson au Québec. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a à peu près 250 000 à 500 000 membres de familles supplémentaires qui sont aussi touchés par cette maladie. Avec l'augmentation qui est prévue au cours des 2 prochaines décennies du nombre de personnes atteintes de Parkinson, on peut comprendre également qu'il va y avoir encore plus de membres de famille qui vont être bouleversés eux aussi par la maladie. Ces statistiques-là dont je vous parle vous montrent l'ampleur de cette problématique-là de santé, mais aussi la nécessité de s'y attarder, de réfléchir et surtout de se préparer. Alors, la première question qu'on pourrait se poser pourrait être, par exemple, quelles sont les caractéristiques des familles qui vivent avec la maladie de Parkinson?
Alors, il n'existe pas un portrait unique de famille qui vit avec la maladie de Parkinson. Il existe des portraits de famille qui vivent avec cette maladie. On sait que la maladie de Parkinson touche principalement les couples âgés ou d'âge mûr qui sont mariés, qui sont retraités. On sait aussi que plus de 90% d'entre eux vivent actuellement à la maison. Les enfants et les petits-enfants, habituellement, parfois ils vivent à proximité du domicile des parents ou des grands-parents, mais parfois ils sont distribués un peu partout dans la province, dans le pays, puis ils sont même, ils voyagent à travers le monde. La maladie de Parkinson frappe aussi les familles plus jeunes qui ont des enfants d'âge préscolaire, d'âge scolaire, des adolescents, des jeunes adultes. Et ce qu'on sait de ces familles-là, habituellement, les deux conjoints travaillent. Ils peuvent être mariés en union de fait, ils peuvent être séparés, ils peuvent être divorcés, ils peuvent être en famille monoparentale, mais ils peuvent être aussi en famille recomposée. Donc, vous voyez la multitude des portraits des familles qui sont touchées par le Parkinson. Ça ressemble à toutes les familles occidentales qu'on connaît actuellement. On n'est pas vraiment différents. Alors, ce qu'on sait également, c'est qu'en général, ce sont les femmes qui sont les principales aidantes familiales des personnes qui sont atteintes de Parkinson. Des conjoints, des conjointes, des filles, des belles-filles, une amie, une nièce. Il y a de plus en plus d'hommes aussi qui deviennent des aidants familiaux, mais il reste quand même que la majorité sont encore constituées de femmes. Jusqu'à présent, on dispose de peu de données fiables concernant les services qui sont utilisés par les familles qui vivent avec la maladie de Parkinson et aussi sur leurs besoins. Cependant, il y a une grande étude qui a commencé en 2009 qui a été parrainée, si vous voulez, ou organisée par l'Agence canadienne de santé publique. Et on devrait recevoir les résultats d'ici la fin de l'année 2013. Donc, dans la prochaine année, en théorie, on devrait avoir un meilleur portrait non seulement des familles qui vivent avec le Parkinson, mais aussi de vos besoins et des services qui sont nécessaires. Une autre question qui a retenu l'attention des chercheurs à travers le Québec, le Canada, mais aussi en Amérique du Nord, c'est la suivante. Quelles sont les expériences vécues par les familles qui vivent avec la maladie de Parkinson? Peut-être que vous vous êtes déjà posé cette question-là. Peut-être que vous vous êtes dit, ma situation familiale, est-ce qu'elle est semblable à celle des autres qui vivent aussi avec la maladie de Parkinson? Est-ce que vous vous êtes déjà dit aussi, en allant chez le médecin, est-ce que je suis normale de réagir ou de me sentir comme ça? Alors, on va aller voir tranquillement, pas vite, ce que les études nous disent là-dessus. Alors, il y a des chercheurs qui se sont intéressés aux expériences que les familles vivent avec le Parkinson. Et bien sûr, avec d'autres maladies. Monsieur Bélanger, tout à l'heure, quand je suis arrivée, me disait, dans les familles, il peut y avoir la maladie de Parkinson, mais c'est pas rare aussi qu'il y a d'autres maladies chroniques. La seule chose qu'on sait en venant au monde, c'est que tout le monde, chacun d'entre nous, un jour, on va avoir une maladie chronique. Alors, dans les familles qui ont été interviewées, il y avait bien sûr la maladie de Parkinson, mais les aidants aussi peuvent avoir d'autres problèmes de santé, des problèmes cardiaques. Un enfant peut avoir de l'asthme, etc. Donc, ils ont interviewé des familles avec le Parkinson, mais aussi qui avaient d'autres maladies. Et ce qu'ils ont trouvé, les résultats des études, ce qu'ils montrent, c'est que les familles font l'expérience d'une multitude de transitions à travers toute la trajectoire de la maladie de Parkinson. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'habituellement, les transitions commencent avec des événements marquants. Par exemple, l'annonce du diagnostic, les premières fluctuations motrices.
il peut y avoir aussi d'autres transitions. Par exemple, un déménagement, une perte d'emploi, etc. Donc, les transitions commencent avec des événements qui sont parfois critiques, mais parfois d'autres événements qui font partie de la vie courante. Ces événements-là amènent des changements dans nos vies. Souvent, les gens vont me dire, depuis que j'ai mon diagnostic, il n'y a plus rien comme avant. Tout change, il faut qu'on s'habitue et qu'on s'adapte à tout. Alors, ces changements-là ont un effet sur la personne atteinte, bien sûr, sur la famille, sur la santé de tout le monde, les conditions de vie, l'environnement. Il faut apporter des changements. Il y a même aussi des changements qui peuvent se produire au niveau de nos relations avec les amis, avec nos enfants, nos petits-enfants, etc. Alors, ces changements-là, parfois, il y a des changements qui font drôlement peur parce qu'on anticipe toujours le futur, l'avenir. Et comme personne ne peut prédire cet avenir-là, il y a toutes sortes de sentiments qui vont venir accompagner les changements. Des sentiments de perte, des fois des sentiments de tristesse, des fois de la solitude, mais parfois aussi, il y a des sentiments de rapprochement, des sentiments qu'on forme vraiment un tout, qu'on est plus proche et plus en cohésion avec notre entourage. Donc, il n'y a pas uniquement des sentiments négatifs qui peuvent arriver avec le Parkinson, il y a aussi d'autres sentiments qui peuvent accompagner ça. Quand la transition commence, souvent les familles nous disent qu'ils ont l'impression d'être un peu désorganisés. Ils doivent faire des ajustements et souvent les transitions commencent avec un sentiment de coupure, d'avoir l'impression que notre vie passée, là, elle est bien loin derrière. Mais suite à cette désorganisation-là, la nature humaine étant ce qu'elle est, on a une force de survie et de résilience qui est quand même incroyable. Et ce que les familles font souvent, ils se retroussent les manches. Ça, c'est très typique québécois. On se retrousse les manches. Et puis, ce que les gens essaient de faire, c'est de trouver des solutions et de s'ajuster aux différentes situations et aux différents changements qui se produisent. Et parfois, on fait des belles découvertes. On rencontre des fois des personnes extraordinaires. Parfois aussi, on peut découvrir des services, se faire de nouveaux amis. Donc, la période de désorganisation, lorsqu'on fait appel à nos ressources et à des services, on arrive tranquillement à se réorganiser. Mais cette réorganisation-là, elle est toujours en équilibre. Elle est toujours un peu fragile et elle peut se changer au fur et à mesure qu'il va y avoir d'autres événements marquants qui vont venir bousculer nos vies. Alors, en somme, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'au cours d'une vie commune dans une famille comme la vôtre, comme la mienne, les familles font l'expérience de nombreuses transitions liées à la maladie et certaines vont être plus réussies que d'autres. Les familles deviennent en quelque sorte des expertes du changement. Combien de fois je dis aux familles combien je les trouve courageuses et résilientes. Et ils deviennent aussi expertes de leur situation de santé et de leur situation de vie. Il n'y a que vous qui savez ce qui se passe dans votre propre famille et il n'y a que vous pour identifier vos besoins et vos questions. Alors, ce que je vous présente à l'écran maintenant, ce sont des témoignages de familles qui ont collaboré à mon étude doctorale que j'ai terminée en 2011. Et voici les propos de familles qui sont en lien un peu avec l'expérience de transition. Si vous me permettez, je vais vous en lire quelques-uns. Alors, quand je leur posais des questions en lien avec l'expérience qu'ils vivaient avec la maladie de Parkinson, ce que des familles me disaient, c'est plus pareil comme avant, comme dans n'importe quoi.
tout est chamboulé, il y a des deuils tout le long. D'autres familles disaient, la maladie s'attaque à la façon qu'on avait de vivre. Là, on doit s'adapter. Et une dernière famille qui disait, il y en a qui ont vraiment du courage. On voit où ils sont rendus et ils continuent à bien fonctionner quand même. Ça nous motive à faire comme eux. Donc, parfois, sans que vous le sachiez, vous êtes des familles, des personnes inspirantes et des modèles de rôle les uns pour les autres. Donc, ces familles-là souhaitaient partager avec moi, mais aussi avec vous, leur expérience de transition avec la maladie de Parkinson. Leurs témoignages, je vais les intégrer à plusieurs endroits dans ma présentation pour que vous puissiez aussi avoir accès à leurs expériences. Voyons maintenant quel est l'impact du Parkinson sur la santé et sur la qualité de vie des familles. Alors, au cours des 10 dernières années, la majorité des recherches qui ont été faites sur la maladie de Parkinson et les familles portaient sur les conditions de santé et la qualité de vie des personnes atteintes, mais aussi des aidants familiaux. Le plus grand nombre de recherches qu'on retrouve sur le web ou dans les bibliothèques des universités, ça porte là-dessus, sur la santé, la qualité de vie au quotidien. C'est avant tout la détresse psychologique qui a interpellé les chercheurs et les cliniciens, parce que quand on vous reçoit dans nos cliniques, on est vraiment à l'écoute aussi des moments qui peuvent être plus difficiles sur le parcours avec la maladie. Il y a moins d'études qui ont été faites sur la santé physique des aidants. Dans les études, les familles, ce qui rapportait davantage, et ça c'est vrai autant pour les personnes atteintes que les conjoints, les fils et les filles. Et ça m'a toujours étonnée. Souvent, quand une personne vit avec la maladie de Parkinson et une certaine détresse, quand on est un peu détective ou qu'on s'attache un peu à l'expérience que vivent les autres, souvent quand la personne atteinte est déprimée, c'est pas rare que le conjoint ou le fils et la fille vont aussi vivre de la dépression. L'anxiété aussi est un élément, est un facteur qui est fréquemment rapporté par les familles qui vivent avec le Parkinson. Et les autres sont un petit peu moins fréquents, mais ce sont des risques pour la santé, hein, d'être fatigué, parfois d'avoir de la douleur. Et ça, c'est vrai aussi pour les aidants familiaux, d'avoir des changements dans la tension artérielle. Souvent, on s'aperçoit que les personnes atteintes ont une tension vers le bas et les autres membres de la famille ont la tension vers le haut. Alors, c'est à peu près le seul signe où les familles sont pas tout à fait pareilles. C'est le même symptôme, mais il y en a un qui va vers le haut puis l'autre qui va vers le bas. Mais les autres, souvent, sont synchrones, ça va ensemble. Ce que les études nous disent aussi, c'est qu'avec la maladie de Parkinson, les personnes atteintes, bien sûr, rapportent un usage croissant de médicaments au fur et à mesure que la maladie progresse, mais aussi, ils font appel aux services médicaux et aux services de soutien, les services hospitaliers. À l'inverse, les proches aidants, les conjoints, les conjointes, les fils, les filles, ce qu'ils nous disent, c'est « on n'a pas le temps ». On n'a pas le temps. Alors, ils ont peu recours à des soins de santé pour eux-mêmes. Et souvent, quand ils consultent, c'est lorsqu'ils sont rendus au bout du rouleau. Et souvent, à ce moment-là, il va falloir intervenir en situation critique et ça va nécessiter parfois des services de l'urgence. Donc, on a un bout de chemin à faire pour accompagner à la fois la personne atteinte et les conjoints aidants pour que les deux entités qui ne font qu'une pour moi, hein, une famille pour moi c'est un tout, pour que tout le monde arrive à prendre soin
chacun de sa propre santé pour avoir une santé familiale globale qui est améliorée ou, si on veut, optimisée. Jusque-là, est-ce que ça va? Oui. D'accord. Alors, en bref, ce qui ressort des études, c'est que la santé physique et la santé psychologique des personnes atteintes est étroitement liée à celle de leurs membres de famille. Ce qu'on retient aussi, c'est que le Parkinson, c'est vraiment une affaire de famille. Et pour moi, ce qui est important, c'est de considérer l'ensemble des besoins de tous les membres. Et aussi d'agir peut-être un petit peu plus promptement pour éviter une détérioration, des complications, mais aussi d'intervenir dans des situations qui ne sont pas planifiées, donc dans des situations critiques. Il y a d'autres études qui ont examiné la qualité de vie et la vulnérabilité des familles qui vivent avec la maladie de Parkinson. Et ce que les participants à ces études-là ont rapporté, et dans mon étude, entre autres aussi, ce que les familles rapportaient davantage, c'est que la maladie de Parkinson, ça change les rôles. Ça change notre façon de gérer l'intérieur de la maison et l'extérieur de la maison. Et ça modifie également le temps ou la quantité de temps qu'on a pour s'occuper de soi, mais aussi pour s'occuper des personnes qui nous sont chères, que ce soit nos amis, nos petits-enfants, quand le diagnostic arrive ou à des périodes bien précises de la trajectoire du Parkinson, des fois, on manque de temps. Ce que les familles rapportent aussi, c'est qu'ils ont parfois tendance à s'isoler, mais ce qui n'est pas le cas chez vous aujourd'hui puisque vous êtes avec nous. Alors, il y a certaines familles qui réduisent beaucoup leurs activités sociales, de loisirs, mais aussi leurs distractions et les moments pour se reposer. Ils sont toujours à la course. Cours pour un rendez-vous, cours pour ci, cours pour ça. Ils sont dans un carrousel infernal. Donc, ils nous parlent beaucoup du manque de temps. Ce dont ils nous parlent aussi, c'est parfois les risques de conflits qui peuvent arriver à l'intérieur des familles par rapport à des choix de vie que la personne atteinte et son conjoint ou son aidant peuvent faire. C'est pas toutes les familles qui arrivent avec un consensus tout le temps. Donc, avec la maladie de Parkinson, dans les moments difficiles, quand la communication parfois est un peu défaillante, les familles nous disent qu'ils sont davantage à risque de vivre avec des conflits, parfois entre les frères et sœurs, parfois entre conjoints. Donc, ce sont des choses qu'on observe. Alors, ces résultats-là suggèrent que l'on souhaite améliorer la qualité de vie des familles. Si on souhaite faire ça, il est important de porter une attention particulière sur comment on peut les aider à ajuster leur rôle d'une façon un petit peu plus harmonieuse pour pas qu'il y ait de vide de rôle et pour pas qu'il y ait de crise de rôle non plus. Et c'est important aussi, ce qu'ils nous disent, c'est d'enrichir la qualité du temps qu'on a pour soi, mais aussi avec les autres, et de chercher des moyens qui permettent d'améliorer la communication. La communication entre la personne atteinte et son aidant, entre la famille et les autres membres de l'entourage, mais aussi souvent, les familles nous demandent des conseils sur comment on peut mieux communiquer avec les professionnels de la santé, que ce soit notre médecin de famille, notre neurologue, la travailleuse sociale, etc. Ils veulent avoir des trucs pour pouvoir mieux poser leurs questions et répondre à leurs besoins. Je vous présente d'autres extraits de familles qui sont en lien avec la qualité de vie. Ça, ce sont des conseils que certaines familles me disaient. Je leur posais la question, si vous aviez une chose, si vous aviez un conseil à donner à une
famille qui vit avec la maladie de Parkinson, qui vient d'être diagnostiquée ou qui est à d'autres stades de la maladie, ce serait quoi votre conseil? Et ce qu'ils m'ont répondu, c'est si on n'est pas vigilant, M. Parkinson prend toute la place. Alors, on peut lui laisser moins de place. On peut décider qu'il nous laisse, de lui laisser moins d'espace. Une autre famille disait, par rapport à notre entourage, ne vous inquiétez pas. Il y a des personnes qui se rapprochent et il y en a d'autres qui s'éloignent. La maladie nous permet de voir et de savoir qui sont nos vrais amis. Donc, ce que ces familles-là voulaient dire, c'est qu'on perd des choses, mais on gagne aussi des choses. On perd des alliances, on gagne d'autres alliances. Maintenant, compte tenu de tout ce que je vous ai dit précédemment, est-ce qu'il existe des conditions, est-ce qu'il existe des facteurs, des trucs ou des éléments qui favorisent le mieux-être des familles qui vivent avec la maladie de Parkinson? Alors, il y a des études qui ont mis en évidence plusieurs conditions favorables au maintien de la qualité de vie et de la santé des familles. Par exemple, le premier qui vient en tête de liste, c'est le soutien. Le soutien qu'on peut avoir mutuellement entre la personne atteinte et le proche aidant, que ce soit le conjoint, le fils ou la fille. Alors, quand on est capable de se soutenir mutuellement, ça, c'est vraiment, je dirais, la clé du succès. D'avoir du soutien physique quand on en a besoin. D'avoir du soutien émotionnel, un confident. D'avoir parfois du soutien matériel, financier et social, ça peut grandement aider à traverser les épreuves ou à marcher sous la pluie. Il y a d'autres conditions qui sont extrêmement importantes et qui nous sont rapportées par les familles. Ce sont ce qu'elles appellent nos trucs, nos astuces. Puis, les scientifiques appellent ça des stratégies d'adaptation. Et ce que les familles nous disent, ce qui marche le mieux, c'est lorsqu'elles sont en mesure de se préparer, de planifier à l'avance, de rester actives et engagées, mais aussi de prendre des exemples sur des modèles. Puis je vous ai mis des chiffres ici. Hein? Il y a des modèles positifs qui existent autour de nous, puis il y a des modèles qui sont négatifs, mais qui peuvent aussi nous aider. Ça a été une grande découverte de l'étude que j'ai faite pendant 5 ans et demi auprès des familles qui vivent avec la maladie de Parkinson. C'était la première fois dans ma vie que je rencontrais des gens qui, pour réussir leur transition, s'appuyaient autant sur des sources d'inspiration qui sont des personnes qu'ils côtoient, des couples ou des familles qu'ils trouvent inspirantes. Des familles qui vont bien, ça nous donne de l'énergie, hein? Puis ça nous donne comme un air d'aller, puis on veut ressembler à ces familles-là. Alors, on tend vers un objectif, puis on essaye, par imitation, d'adopter leurs trucs. Hein? Quand on se partage nos trucs, on devient 2 fois mieux, puis 2 fois meilleur. Mais ce que les familles m'ont dit durant mon étude, c'est qu'ils s'inspiraient aussi de modèles négatifs. Puis je leur ai dit, mais comment ça se fait? Alors, ce qu'ils m'ont dit, c'est, mais voyons, Lynn, c'est bien simple. Les modèles négatifs, on a aussi à apprendre de ces personnes-là. Je leur ai demandé, mais expliquez-moi. Alors, ils m'ont dit, quand on regarde des modèles, des personnes à qui on ne veut pas ressembler, ça nous donne une source de motivation pour faire des changements. Et ça, moi, je n'avais pas compris ça. D'être capable d'être inspiré, finalement, de tout le monde.
Chacun et chacune d'entre nous, on peut aider à semer une graine chez quelqu'un et la faire fleurir sans qu'on le sache. On peut être chacun et chacune d'entre nous des sources d'inspiration, de courage. Puis on peut aussi être des sources aussi de motivation et de changement. Bien sûr, hein, quand on est des fois dans le côté noir de notre vie, puis qu'on sent qu'on devient plus négatif, à ce moment-là, souvent, on peut aussi s'inspirer et changer et essayer de tendre vers des modèles qui sont plus encourageants et qui sont plus positifs. Finalement, il y a d'autres conditions aussi qui m'ont été partagées par les familles, mais aussi qui ont été, hein, je ne suis pas la seule qui a reçu les confidences des familles. Là. Vous voyez qu'il y a plusieurs chercheurs qui ont interviewé des personnes qui vivent avec la maladie de Parkinson. Et la dernière condition qui était bénéfique ou favorable, ce sont les attitudes positives. Et ce que les familles nous disaient, c'est quand on est capable d'être patient l'un envers l'autre, patient quand on attend, patient aussi pour toutes sortes de raisons. Quand on est capable de faire preuve d'ouverture, hein, d'ouverture à l'autre, d'ouverture au changement, d'ouverture aussi à des suggestions, à d'autres façons de faire. Quand on utilise l'humour, ça, là, c'était un ingrédient qui était extrêmement important pour les familles. Hein? Parfois, les gens me disaient, « Ben là, Lynn, on est bien mieux d'en rire que d'en pleurer. » Parce que, finalement, ça nous aide à se détendre et aussi à chasser les nuages noirs. Donc, des fois, aussi, l'humour, ça sert aussi à dédramatiser les choses, puis à rester aussi en paix avec soi-même. Le dernier élément qui est extrêmement important, c'est la reconnaissance. Ce que les couples ou ce que les familles m'ont dit, mais il y a un autre chercheur, hein, ici, Tanji, qui a aussi observé ça dans son étude, le pouvoir extraordinaire de la reconnaissance. Le pouvoir de dire merci. Et de le répéter, et de le répéter, et de le répéter. Il y a des conjoints, des conjointes qui vivent avec la maladie de Parkinson, mais parfois ce sont les aidants qui disent, « Bien, tu sais, les occasions de dire merci dans une journée, ils sont pas mal nombreuses. S'il fallait que je dise merci tout le temps, j'arrêterais pas de le dire. » Sauf que, en leur posant la question, à ce moment-là, est-ce que vous dites merci une fois par jour? Quelques fois par jour? Et parfois, ils me disent, sais-tu, je pense que ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas dit. Merci. Alors, ils ont décidé de recontinuer parce que je leur disais, quand vous étiez avec vos enfants ou quand vous êtes au travail ou quand vous êtes avec un ami, est-ce que ça vous gêne de dire merci? Et on dit, ben non. C'est sûr que non. Alors, j'ai dit, mais quelle est la différence entre un ami, votre enfant, votre voisin, par rapport à soit la personne qui a le Parkinson ou par rapport au conjoint aidant ou au fils ou à la fille? Et la reconnaissance, pour certaines familles, ça a été extrêmement bénéfique et salutaire pour les protéger justement des conflits familiaux, parce qu'à un moment donné, soit la personne atteinte ou les aidants familiaux ou les membres de famille, des fois ont l'impression qu'ils deviennent presque invisibles. Et c'est pas ça qu'on veut, devenir invisible. Hein? Alors, parmi les facteurs qui sont là, ce que je dirais, la clé du succès, le soutien mutuel, toutes ces qualités-là, mais de ne pas oublier le pouvoir d'un sourire ou le pouvoir d'un merci. Alors, ce que les familles nous disaient, c'est que ces conditions-là, quand on a ces atouts-là dans notre jeu de cartes, quand on a ça,
c'est comme un peu notre parapluie. Il pleut autour de nous, mais on est un peu protégé des intempéries. Alors, ces conditions-là agissent un peu comme des facteurs de protection contre les changements, mais aussi contre les nombreuses épreuves qui vivent avec la maladie de Parkinson, puis les changements qui peuvent être marquants tout au long de la maladie. Alors, on est enfin rendu aux stratégies qui sont jugées utiles pour se sentir plus efficace face au Parkinson. Les stratégies dont je vais vous parler ont été éprouvées et aussi examinées par des familles, par des cliniciens, mais aussi par des chercheurs lors de différentes situations, soit cliniques, mais aussi différentes études. Alors, les stratégies qui étaient utilisées par les familles pour s'outiller et faire face au Parkinson visaient à leur permettre 4 choses. Ce que les familles me disaient dans mon étude, mais aussi dans l'étude de Campo, qui était, je crois, un autre chercheur qui travaille en Angleterre, je crois. Ce que les familles nous disaient, c'est pour traverser les épreuves et faire face à la maladie, ça nous prend 4 ingrédients, 4 choses. Être capable de relever les défis liés au Parkinson, rester en santé le plus longtemps possible puis préserver notre qualité de vie, résoudre ensemble, pas tout seul, pas l'un dans un côté puis l'autre de l'autre bord, résoudre ensemble des problèmes variés et enfin répondre à nos besoins qui changent. Mais ce sont des besoins de soutien qui perdurent à travers le temps. Relever des défis liés au Parkinson, ça fait partie du lot quotidien des familles. Ça devient comme une seconde nature. Hein? Juste avec la neige qu'on a eue hier, juste ça, c'est un défi. Entrer dans une voiture, sortir dans une voiture, aller dans un nouvel environnement qu'on ne connaît pas, etc. Est-ce que ça vous arrive de vous faire demander comment tu fais? Comment vous faites? Moi, là, si j'étais à ta place, je ne serais pas capable. Est-ce que ça vous arrive de vous faire dire ça? Souvent, hein? Et vous, peut-être que vous vous dites, on n'a pas même le choix. La maladie de Parkinson, elle ne va pas disparaître. On ne l'accepte pas. Mais alors là, pas du tout. Il n'y a personne qui accepte de vivre avec la maladie de Parkinson, mais on apprend à vivre avec. Cependant, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il arrive parfois que des défis sont de taille et qu'il faille aussi prendre à l'occasion le taureau par les cornes. Alors, voici les résultats des études qui démontrent comment ces stratégies-là peuvent aider les familles à relever des défis qui sont plus grands. Ça, ce sont des résultats qui ressortent de l'ensemble des études. Pour être capable de relever des défis liés au Parkinson, ce que les familles nous disent, c'est ça nous prend pas des dizaines et des dizaines de personnes, mais ça nous en prend au moins une, des fois quelques-unes, pour être capable d'échanger sur nos préoccupations. Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui est le plus dur? Mais aussi d'être capable d'échanger, bien sûr, avec quelqu'un de confiance, mais aussi d'être capable d'identifier des sources d'informations qui sont fiables. Avez-vous dit, bien beau écrire nos questions, encore faut-il écrire les réponses. Parce que souvent, quand vous allez chez le médecin, vous devenez aussi l'interprète, l'informateur de votre fils, de votre fille, de votre belle-sœur, de vos amis. Vous êtes le rapporteur officiel. Donc, d'écrire les réponses, des mots-clés, c'est bien important. De rapporter aussi et de lire le matériel écrit qui est disponible, ça peut être drôlement aidant. Parce que
Quand, par exemple, des centres de jour, des CLSC, une clinique spécialisée, chez votre médecin de famille, quand vous retrouvez de la littérature qui peut être intéressante, bien, des fois, de l'avoir avec soi, ça ne veut pas dire qu'on va l'utiliser tout de suite. Mais si vous l'avez chez vous, lorsque le problème va venir, vous allez savoir où chercher. Quand on demande de l'aide ou quand on souhaite avoir un service, ce que les familles nous disent, c'est que c'est bien important, quand on est au téléphone, que l'on soit avec la Société automobile, d'assurance automobile du Québec, ou qu'on soit avec n'importe qui, de prendre en note le nom des personnes qu'on contacte, leurs coordonnées, et lorsqu'on les rencontre en face à face, de garder leur carte d'affaires, de garder dans vos objets précieux, dans vos portfolios, dans vos chemises importantes, les cartes d'affaires de ces personnes-là ou de ces entreprises-là, ou toutes les personnes que vous rencontrez, que vous pensez que peut-être que ça va m'être utile un jour. J'en ai pas besoin tout de suite, mais je vais le garder au cas où. Et quand le problème ou la situation difficile arrive, bien, on est prêt. Un conseil que les familles aussi soulignent également, c'est comment il est important. Il y avait une dame qui me disait, ce qui est le plus important pour être capable de relever les défis, c'est de rester informé tout au long de notre vie. On apprend tous les jours. Puis ce qu'elle me disait, c'est moi, à chaque jour, j'apprends quelque chose de neuf. Puis c'est ça qui me garde en vie. Alors, de rester informé et de ne pas perdre votre sens de la curiosité, ça, c'est un atout extraordinaire pour être en mesure de relever les défis. Vous avez ici, sur cette diapositive-là, plusieurs sources d'informations. Plusieurs, vous voyez ici, là, pour avoir de l'information juste, des conseils ou avoir des modèles intéressants. Toute cette partie-là ici, vous avez, ce sont les professionnels de la santé qui peuvent vous venir en aide tout au long de votre trajectoire avec le Parkinson. Il y a bien sûr les sociétés Parkinson du Québec et du Canada. Il y a des groupes de soutien comme le vôtre auxquels vous participez. Mais il y a aussi des organismes différents qui peuvent vous aider d'un point de vue financier, légal, juridique. Alors, le notaire et les organismes communautaires et gouvernementaux sont vraiment importants. Des familles d'expérience, aussi des familles qui ont passé à travers les mêmes épreuves que vous, ça peut être drôlement aidant. Et évidemment, des livres, des brochures, des vidéos, des sites Internet reconnus qui sont souvent appuyés soit par les sociétés Parkinson du Canada ou par différentes compagnies pharmaceutiques comme la compagnie AbbVie. Ça peut être intéressant. Il y a aussi les universités, les bibliothèques qui tiennent aussi des informations à jour sur la maladie de Parkinson. Donc, tous ces sites-là sont extrêmement aidants. C'est quoi les bénéfices d'être bien informé? Alors, ce que les familles nous disent essentiellement, c'est que quand on est informé, c'est un petit peu plus facile de se retrouver dans le labyrinthe des services de santé. Et Dieu sait que c'est compliqué et que ça change. Alors, d'être informé, ça sert à ça. Mais aussi, quand on est informé, ça nous donne un sentiment d'être plus en contrôle, d'être plus efficace et d'être plus en confiance au fil du temps. Donc, ce sont des éléments à garder en tête. En ce qui a trait à l'objectif des familles, comment c'est important de rester en santé le plus longtemps possible et de préserver la qualité de vie, il y a plusieurs familles qui privilégient différentes solutions ou différents trucs. Alors, ce qu'il me disait, c'est quand tu vas voir les personnes, partage-leur nos trucs qu'on ne sait jamais, peut-être que ça va être utile. Alors, il y a des couples qui disent, bien, nous, pour rester en santé, on a fait un peu des changements dans notre alimentation. On mange pas mal plus de fruits et de légumes qu'on avait tendance à faire, puis
on s'est aperçu qu'on ne buvait pas beaucoup. Puis pour que les pilules pour le Parkinson fonctionnent bien, c'est bien important de boire fréquemment, souvent, bien sûr, tout ça avant 7 heures le soir si on ne veut pas être à la salle de bain toute la nuit. Mais souvent, les aidants aussi, les conjoints-conjointes, s'aperçoivent qu'ils sont à la trotte toute la journée. Ils sont toujours en train de faire quelque chose, puis là, ils se disent « Ah, j'ai pas bu de la journée et je suis pas allé à la salle de bain une fois de la journée. » Imaginez l'état de vos reins. Alors, en bonne infirmière, bien sûr, j'approuve ce conseil-là qui est donné par les familles. Il y a d'autres familles qui disent « Nous, on a décidé de faire un petit peu plus d'activités physiques, mais aussi des activités pour notre mémoire, des activités qui stimulent notre cerveau. » Je ne sais pas si vous avez écouté, est-ce que vous écoutez les émissions comme Une pilule, une petite granule? Est-ce que vous écoutez des émissions de ce genre-là? Non, pas du tout. Alors, je vais vous partager des trucs que les familles ont, mais qui ont été prouvés. Alors, l'activité physique, mais aussi les activités intellectuelles, c'est extrêmement important pour garder notre cerveau en vie, mais on s'aperçoit que les gens vieillissent beaucoup moins vite, mais aussi que la maladie a moins d'emprise sur nous. Donc, vous vous souvenez, tout à l'heure, je parlais de la dépression, de l'anxiété, des fois aussi des éléments de mémoire. La mémoire, ça s'entraîne. Donc, il y a des couples qui ont commencé à faire un petit peu plus d'exercice. Donc, 2 bicyclettes stationnaires dans le salon. Il y en a d'autres que j'ai rencontrés qui se sont achetés un tandem. Alors, monsieur qui est l'aidant principal n'étant pas atteint de la maladie de Parkinson et celui qui est en avant du tandem, et madame est derrière. Il y a des couples aussi ou des enfants qui disent « Mais moi, j'amène ma mère au centre d'achat. » Et là, on enlève les manteaux, on se paye la traite, on va au vestiaire, on enlève tout ça et là, on marche. On marche notre kilomètre. Donc, il y a toutes sortes de façons qu'ils utilisent pour rester en santé physique, malgré la pluie, malgré le froid, malgré la température. Il y a des couples qui se sont mis à jouer un petit peu plus au Scrabble, à faire des mots et des mots croisés, à sortir les casse-têtes. Les enfants ne sont plus là, les enfants sont partis. Il y a une table qui est complètement inutile. Qu'est-ce que ça fait de laisser un casse-tête de 500 morceaux ouverts pendant 3 mois? Ça dérange personne, mais ça peut être drôlement stimulant. Donc, il y a des couples qui me partagent ces trucs-là. Et je suis leur porte-parole. Ce qu'ils me disent aussi, c'est, comme autre truc, c'est ne pas oublier d'alterner les périodes d'activité, d'exercice, de tâches ménagères et le repos. Alors, je leur ai dit que j'avais bien hâte, moi aussi, d'être capable de faire l'équilibre travail, repos, famille. Mais j'essaie de m'en inspirer aussi. Vous savez que les familles qu'on accompagne sont aussi des sources d'inspiration. Donc, je me fais un devoir de manger à tous les jours au travail, mais aussi m'inspire parce que quand je suis en voiture ou quand je suis dans le métro, je me souviens de ce qu'ils me disent et j'en profite pour lire. Lire quelque chose qui n'est pas en lien avec le travail, lire quelque chose qui nous fait du bien, ça aussi, ça peut être intéressant. D'autres trucs, vivre le moment présent. Alors ça, c'est un élément, un jour à la fois. Hier, c'est hier, demain, c'est demain. On va essayer de profiter du temps qu'on a aujourd'hui et de passer un bon moment ensemble. Il y a d'autres familles qui me disent, si j'essaie de rester optimiste, si j'essaie de mieux contrôler mon stress, pensez-vous que ça va m'aider? Eh bien, savez-vous qu'il y a des études qui ont été faites et qui démontrent que plus on entraîne notre pensée à rester optimiste, à voir le bon côté des choses, à essayer aussi de rester zen, comme dans l'annonce de chez Desjardins, qui négocie ses REER, Madame je ne sais plus qui, zen. Alors, ces éléments-là sont des éléments protecteurs pour notre santé et ça a été vérifié, validé.
Donc, si vos enfants vous posent des questions ce soir ou en fin de semaine sur le pourquoi soudainement votre optimisme inébranlable, vous pourrez lui dire ou leur dire que ça a été prouvé scientifiquement que plus on est optimiste, plus on reste en santé. Un autre truc, cultiver sa spiritualité. Alors, sa spiritualité, ça peut être vécu de différentes façons. Ce n'est pas uniquement religieux, mais d'avoir une vie intérieure, une vie spirituelle qui peut être intéressante. Il y a des personnes, il y a un monsieur qui me disait, « Lynn, moi, ma vie spirituelle, sais-tu comment je la conserve? » Il habite dans Montréal-Nord et une fois par semaine, il part à pied de chez lui et il s'en va jusqu'à la Bibliothèque nationale au métro Berry-UQAM. Savez-vous comment ça prend de temps? Mais lui, il marche, il marche, il marche. Sa conjointe a le Parkinson, mais cette journée-là, il y a une voisine qui vient chez elle pour faire la cuisine. Ils font la popote ensemble. Alors, une fois par semaine, lui, il marche jusqu'à la Bibliothèque nationale. Il y en a d'autres, par exemple, ça va être d'aller marcher au parc. Chacun, d'autres, ça va être d'aller au musée, de regarder de belles toiles. Il y en a d'autres, ça va être de juste sortir avec leur chien et juste de regarder des enfants jouer dehors. C'est comme ça qu'ils vont vivre leur paix intérieure, leur monde intérieur. Il y en a d'autres que ça va être la peinture, il y en a d'autres que ça va être autre chose. Mais l'important, c'est d'avoir un espace à soi, un moment où on est calme et où on peut, si on veut, recharger nos batteries. Un autre élément, je vous parlais d'humour tout à l'heure, de garder des espaces aussi pour rire. D'avoir des moments où on peut avoir du plaisir et aussi rire de nos travers, de nos petites gaffes, des fois de nos bévues, de ne pas trop se prendre au sérieux. Les familles disaient que ça, c'était vraiment essentiel dans leur vie parce que finalement, quand ils étaient trop sérieux, ils devenaient drôlement ennuyeux. Alors, je vous présente ici quelques-uns de leurs témoignages. Il y a une famille qui disait « On essaie le plus possible de rester du bon côté de la vie. Même quand c'est négatif, on retourne ça en positif. » Ils essayent de, comme disait ma grand-mère, « Contre mauvaise fortune, bon cœur. » À peu près. Faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Il y a une autre famille qui disait « On reconnaît et on respecte nos limites. Puis, il y a des choses qui perdent de leur importance. Entre autres, le ménage. Il y a tellement de choses qu'on aime mieux faire. Donc, de reviser nos positions, faire le ménage de nos valeurs. Qu'est-ce qui est important dans la vie? Qu'est-ce qui n'est pas important? Ça, ils nous disaient que c'était un truc vraiment aidant pour eux. Une autre famille qui disait « On fait de l'exercice, mais on s'adapte. Au golf, on prend la petite voiture. Pour le jardinage, on sait les bonnes questions pour être capable de les désamorcer et faire quelque chose. » Alors, ici, vous voyez des témoignages d'autres familles en lien avec les émotions désagréables, mais aussi comment on peut transformer ces émotions désagréables-là qui entraînent des perceptions ou des pensées qui sont non aidantes. Je vous donne l'exemple d'un couple ici. L'épouse qui dit à son mari « Tu n'acceptes pas vraiment la maladie. » Son mari de lui dire « Je ne l'ai pas vu venir cette maladie-là. J'ai rien fait pour la voir. Elle est là, je ne la nie pas, mais je vais me défendre le plus longtemps possible pour qu'elle ne gagne pas. » Et la femme de dire « Ah, OK, tu la refuses dans tes comportements parce qu'elle trouvait toujours que son mari allait jusqu'au bout de sa limite. Tu la refuses dans tes comportements, mais pas dans ta tête. OK, là, je viens de comprendre ton point de vue. » C'était un couple qui avait tendance à dire mais mon mari, je pense qu'il nie la maladie, là. Il ne vit pas avec. Là. » Et quand le mari a été capable d'expliquer à son épouse « Non, non,
Je le sais que je l'ai, la maladie, je ne la nie pas. Mais ce que je veux faire, c'est d'aller le plus longtemps possible et d'aller jusqu'au bout de ce que je suis capable de faire. Donc, laisse-moi faire. Ce dans quoi je suis capable de faire, continue à me laisser agir là-dedans. Ici, c'était l'opposé, un mari qui dit « Ma femme a toujours été déterminée, têtue même parfois. » Sa femme de lui répondre « Mais aujourd'hui, avec la maladie, on s'aperçoit que ça nous sert la persévérance. On peut encore faire plein d'activités. » Et son mari lui dire « C'est comme la qualité de tes défauts. » Alors, c'est vrai que des fois, quand on se regarde dans une famille, il y a des côtés qui nous plaisent, puis il y a des côtés qu'on trouve plus difficiles. Mais parfois, les côtés les plus difficiles ont aussi le revers de la médaille. D'être persévérant, ça peut être fatigant parfois, mais ça peut être drôlement utile pour se battre contre une maladie qui est la maladie de Parkinson. Alors, ce que ces couples-là font, c'est qu'ils, quand il y a une émotion désagréable puis des pensées qui sont non aidantes, ils essaient de changer leur angle de vision, de dire « Attends une minute, là. Est-ce que j'interprète bien le message que l'autre veut me dire? » Et aussi, ce que les couples disent, c'est que parfois, face à un problème, on est toujours en train de lutter contre la même chose, comme si on tournait en rond. Et il y a un proverbe chinois qui dit « Si les choses ne changent pas, change ta façon de voir. Cela suffit. » Et c'est Lao Tzu qui disait ça. Mais les couples avec qui je travaille ou les membres de famille me disent la même chose. Parfois, quand on est bloqué à quelque part, de faire un peu moins de la même chose ou d'essayer de trouver une autre solution, ou parfois quand une situation n'est pas modifiable, le Parkinson ne va pas disparaître, parfois de changer notre façon de voir les choses, ça peut nous aider à sortir de situations où on s'enlise, où on est bloqué. Alors, en changeant l'angle de notre vision, on peut voir les comportements des autres, mais aussi nos propres comportements sous un autre angle. On peut aussi interpréter ou voir les émotions d'une autre façon. Je vous donne un exemple. Il y avait une dame qui s'occupait de sa mère et qui rencontre une de ses amies par hasard dans un centre d'achat. Et l'autre personne ne lui répond pas. Elle lui dit « Hey, allô? » Et l'autre passe à côté et son premier réflexe a été de dire « ben bête ». Ou après ça de se dire oh, « peut-être que j'ai fait quelque chose. Peut-être que j'ai dit ou j'ai fait quelque chose que notre amitié peut-être qui... » Finalement, quelques jours plus tard, n'en pouvant plus, appelle son ami et lui dire « Je t'ai vu au centre d'achat l'autre jour et tu ne m'as pas répondu. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? » Elle dit « Tu étais au centre d'achat? » Et l'autre lui dit « Oui. » Elle dit « Écoute, je sortais du centre d'achat et j'étais en tabarouette parce que je venais d'aller chez le dentiste et je venais d'apprendre que j'allais avoir une facture d'à peu près 2000 $. Alors, je m'en allais à ma voiture et je me disais « Non, mais là, ça va pas. Je viens de réparer la toiture de ma maison. » Alors, voyez-vous que des fois, il y a des situations de vie qui nous arrivent et que si on ne vérifie pas ou si on ne change pas l'angle, on peut interpréter les choses d'une façon qui peut être mal interprétée. Et vous savez comme moi, les personnes qui ont ou qui vivent avec le Parkinson, leur physionomie et leur visage, vos visages changent. Parfois, les petits-enfants vont aller voir grand-maman et vont dire « Grand-papa, est-ce qu'il est fâché? Est-ce qu'il est fatigué? » Si on n'explique pas aux petits-enfants qu'est-ce que c'est que la maladie de Parkinson, eux aussi, ils peuvent avoir des pensées non aidantes et penser que grand-papa ou grand-maman soit triste ou soit fâché,
alors que c'est la maladie de Parkinson qui transforme. Donc, ces trucs-là ou ces stratégies-là sont extrêmement importantes et extrêmement aidantes pour éviter des malentendus, éviter des conflits qui sont inutiles. La dernière stratégie, c'est ce qu'on appelle, ou ce que les familles disent, apprendre à résoudre des problèmes de façon systématique, rigoureuse. Alors, c'est un moyen qui est privilégié par les familles. Dans notre vie de tous les jours, on en résout à la pochetée des problèmes. Que ce soit quand on planifie une sortie avec des amis, que ce soit parce qu'on veut acheter une nouvelle voiture, que ce soit parce qu'on veut faire des travaux de rénovation. On en fait tout le temps, on en résout tout le temps des problèmes. Sauf qu'on le fait un peu sur un pilote automatique. Mais des fois, avec la maladie de Parkinson, on est face à des problèmes nouveaux qu'on n'a jamais vu venir. Et parfois, là, il faut s'arrêter. Ce que les gens me disent, c'est ce qui est important, c'est d'être capable de nommer le problème, de nommer le besoin ou le défi qu'on rencontre. C'est quoi le problème? Par la suite, ce qu'ils nous disent, qui est important pour eux, c'est d'au lieu d'aller tout de suite à la solution, c'est de regarder par rapport au problème ou par rapport à un besoin, c'est quoi le bénéfice qu'on aurait à apporter un changement? Qu'est-ce qu'on aurait à gagner? Qu'est-ce qu'on veut pour le futur? Il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a quelque chose qui nous ennuie. Qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi le changement qu'on veut faire? La deuxième chose qu'ils me disent, c'est est-ce qu'on a déjà utilisé des moyens par le passé puis qui ont été pas efficaces? Souvent, on a essayé des choses, puis ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? De s'interroger là-dessus. Si on veut faire un changement dans notre vie ou si on veut résoudre un problème, est-ce qu'il y a des obstacles qu'on peut anticiper, qu'il va falloir surmonter et de les identifier avant d'aller aux solutions et aux ressources? Parce que ce que les familles me disent, c'est que Lynn, on est bien trop vite sur la gâchette. Il y a un problème, on veut tout de suite une solution. Et souvent, quand on va trop vite comme ça, ce qu'ils me disent, c'est que la solution qu'on va choisir, des fois, elle ne sera pas la meilleure. Et souvent aussi, quand on n'a pas pesé les pour et les contre d'une solution, souvent ce qu'ils me disent, c'est la solution va entraîner soit un gagnant, un perdant, des fois deux perdants. Alors, ils disent, il faut faire attention et il faut peser les pour et les contre, voir les avantages et les inconvénients des solutions qui pourraient nous venir en tête. Pourquoi? Parce qu'ils me disent qu'avec la maladie de Parkinson, ce qui est important, c'est de choisir des solutions qui sont gagnantes-gagnantes. Gagnantes pour la personne atteinte et gagnantes pour la famille. Parce que si c'est toujours un ou l'autre ou les deux personnes qui perdent, là, ce qu'ils me disent, c'est que la frustration, la colère, l'impression qu'on n'en fait jamais assez ou que ce n'est pas la bonne chose. Alors, ces solutions-là, qui sont gagnantes, sont beaucoup plus avantageuses parce que tout le monde y trouve son compte. Mais des fois, dans notre empressement de vouloir bien faire, parfois, par rapport à un problème, on va trop vite aux solutions. Alors qu'il est important de bien faire le tour de notre jardin avant d'en choisir une qui va être gagnante et décider ensemble comment on va s'y prendre et quand est-ce qu'on va faire le changement. Alors, les problèmes, cette stratégie-là peut être utile par rapport à une difficulté, par rapport à un problème, par rapport à un besoin, par rapport à un défi qu'on a. Et ça, c'est particulièrement utile quand les situations sont modifiables. Quand ces situations-là font appel à des choses concrètes, pratiques, qui
font appel à votre logique, puis sur lesquels vous pouvez collaborer ensemble. Les familles, ce qu'ils me disent, c'est que cette démarche-là de résolution de problèmes, qui est assez simple, cette démarche-là est particulièrement utile dans des situations qui sont vraiment concrètes. Et durant mon étude de doctorat, on l'a testé, cette démarche-là, avec des couples. Ils apportaient leurs problèmes, on en discutait ensemble et on faisait ce qu'ils appelaient un plan de match. On se faisait un plan de match. Il y avait un couple, par exemple, qui me disait « Là, vous savez, on est à la retraite, puis on est propriétaire de 3 blocs à appartements. On est encore capable de s'en occuper, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va être le temps, soit de vendre ou de laisser ça à quelqu'un d'autre. Quand est-ce qu'on va le savoir? » Alors, on a fait cette démarche-là, et c'est les couples qui choisissent ensemble. Hein? Moi, tout ce que je faisais, c'est de les guider. Quand est-ce qu'on sait qu'on est prêt à faire un changement? Quand est-ce qu'on sait que ça va être trop difficile pour nous? Alors, on a commencé à discuter. Ah ben, quand je vais être trop fatiguée, quand ça va être trop lourd, quand je vais être trop stressée. Si j'endors plus la nuit, ça veut dire que c'est le temps. Alors, le plan d'action, on a regardé, ça serait quoi les bénéfices de vendre maintenant? Ça serait quoi les bénéfices de continuer? Ah, mais je suis encore capable, je suis encore en forme. Alors, de garder les appartements était plus bénéfique maintenant que de vendre. Ce qu'ils ont trouvé ou ce qu'ils ont vu comme moyen, c'est de dire, OK, quand on va sentir qu'on a des signes physiques et émotionnels, que ça commence à être trop, nos signaux d'alarme, nos obstacles ici, on va regarder les moyens qui ont été utilisés par d'autres personnes autour de nous pour choisir la meilleure chose pour tout le monde. C'est pas sûr que les enfants vont vouloir avoir ce fardeau-là. Et il va falloir en discuter ensemble en famille. Alors, pour trouver des solutions gagnantes pour le couple, mais aussi pour les enfants puis les petits-enfants. Cette stratégie-là, on l'utilisait à toutes sortes de façons, dans toutes sortes de situations. Les couples, au début, ça pouvait leur prendre 20 à 30 minutes de discussion entre eux pour faire leur plan de match. Après quelques reprises d'essai de cette stratégie-là, quand ils arrivaient avec un problème ou un défi à résoudre, je peux vous dire qu'habituellement, après 3-4 essais, ça leur prenait 15 minutes. Donc, cette stratégie-là, ce que les couples disaient à la fin, c'est que c'était devenu comme une seconde nature, c'était devenu comme un mode de vie. Alors, pour répondre à un besoin, cette stratégie-là de résolution de problèmes peut aussi être utilisée. Et ce qui est important de voir, c'est quand on veut répondre à un besoin en utilisant la démarche qu'on a vue tout à l'heure et qui vous est résumée ici, utiliser les stratégies de résolution de problèmes et répondre à ces besoins, c'est aussi reconnaître que pour traverser avec la maladie de Parkinson, il faut être capable de s'entourer et demander de l'aide et du soutien. Il faut reconnaître qu'on n'est pas des super-héros, personne. Et qu'à 2 ou à 3 ou à 5, parfois ça va beaucoup mieux et ça va beaucoup plus vite. C'est important de se garder aussi un espace pour le répit et pour le plaisir. Et les stratégies dont je vous ai parlé tout à l'heure peuvent être utilisées dans différentes occasions. Vous avez ici les sources, les éléments ou les ressources qui peuvent vous être utiles pour répondre à vos besoins de soutien, que ce soit besoin d'information,
besoins émotionnels, matériels et financiers, je dirais la première porte est bien sûr le CLSC, mais il y a un ensemble de services qui peuvent être disponibles pour vous apporter soit du réconfort, une présence, vous aider dans des tâches au niveau du transport, mais aussi pour adapter l'environnement. Alors, j'ai inclus aussi à la fin du document des sites Internet que vous pourrez consulter et qui sont extrêmement bien faits pour vous aider dans différents défis, différentes démarches que vous voudriez entreprendre. Ce que les familles nous disent pour répondre ou en lien avec les besoins de soutien, les conseils qu'ils nous donnent, c'est n'attendez pas d'être au bout du rouleau avant de demander de l'aide. Planifiez l'avenir quand vous êtes en mesure de prendre part aux discussions qui vous concernent, toute la famille. En étant organisé et prévoyant, vous vous assurez d'être maître de vos décisions. Ce que les familles me disent souvent, c'est « j'aime mieux m'organiser que de me faire organiser ». Alors, d'être proactif, ça peut être drôlement aidant. Alors, en conclusion, les familles qui vivent avec la maladie de Parkinson, comme vous, comme la vôtre, vous êtes des experts dans les situations qui entourent votre santé. Vous êtes aussi les artisans, les artisanes des changements que vous souhaitez apporter dans vos vies. En étant proactif, vous préservez votre santé, votre morale et votre qualité de vie. Et enfin, le message que je veux peut-être que vous apportiez avec vous et que les familles que j'ai rencontrées durant mes études, ce qu'elles nous disent, c'est que vous pouvez compter sur des ressources et aussi sur des trucs, des astuces, des stratégies variées pour atteindre vos objectifs de vie, réussir aussi les transitions qui vous sont demandées avec la maladie de Parkinson et aussi en lien avec les autres événements marquants de votre vie. Parce que le Parkinson, ce n'est pas toute votre vie, c'est une partie de votre vie. Et il y a d'autres événements qui vous touchent également. Pour en savoir plus, alors, bien évidemment, le site de la Société Parkinson du Québec est extrêmement important. Je vous recommande aussi chaudement le site aidant.ca de la chaire Desjardins en soins infirmiers à la personne âgée et à la famille qui a été conçue par ma directrice de thèse, Mme Francine Ducharme et toute l'équipe de recherche. Peu importe le type de questions que vous pourriez avoir en tant que famille, en tant qu'aidant, vous allez trouver des réponses à vos questions sur ce site-là. Il est en français, il est régulièrement mis à jour. Donc, c'est vraiment une ressource inestimable. Il y a d'autres regroupements pour les familles et les aidants. Alors, le regroupement des aidants de Montréal, le réseau Entre aidants et également le site du ministère de la Famille, la section des aînés, qui est extrêmement bien fait et qui a des guides, différentes sources d'informations. Les ressources dans votre région sont là. Un autre je dirais, lecture que je vous recommande chaudement, qui a été fait par la revue Protégez-vous, en collaboration avec l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, et que vous pouvez, elle est parue l'année dernière, mais elle est encore disponible. Et ce que je peux vous dire, c'est que les bibliothèques de vos régions ont toutes cette revue-là, et ça s'appelle « Aide aux aînés ». C'est une ressource incroyable d'informations sur toutes sortes de questions que vous pourriez vous poser en termes de services, des questions d'ordre légal, etc. Et cette revue-là est écrite dans des termes qui sont accessibles. Les numéros de téléphone et de services qui sont à l'intérieur, c'est extrêmement bien fait. Je vous la recommande chaudement. En terminant, bien sûr, j'aimerais remercier tous les organismes subventionnaires qui m'ont
aidé et m'ont soutenu durant la réalisation de mes études doctorales, mon centre hospitalier, bien évidemment, le CHUM, mais aussi tous les organismes qui sont ici présentés, je devrais dire. Et je vous laisse à la fin de ma présentation